Bonjour Francine, Bonjour Ludivine. comment tu te sens? Je me sens bien, tout va bien. Tu m'as l'air bien installée, on peut démarrer. Ça marche, on y va. Alors, comme d'habitude, tu ne connais pas le protocole. Non. Ok. Alors, prendre l'oxygène, expire par la bouche. Et je vais simplement t'accompagner de 10 à 1 afin que tu te détendes. Et à chaque chiffre prononcé, ton corps va s'enfoncer davantage. Il va devenir de plus en plus lourd. 10. Et Francine, je vais compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu vas te connecter au mot réincarnation. 1, 2 et 3. Francine, je vais te poser la première question. Oui. Qu'est-ce qui arrive à une âme suite à la mort? J'ai pas encore d'image, mais. Prends le temps. Mhm. Alors j'ai plusieurs images qui viennent en une. Ok. C'est alors je vois que il y a l'âme qui sort du corps physique, mais de différentes manières. La première qui m'est survenue, c'est elle sort depuis le corps juste comme en hauteur. Ça peut sortir également par le haut, par la tête et également par les pieds. Donc c'est pas pour tout le monde. Ça sort pas de la même manière pour chacun. C'est différent. Enfin c'est les trois. Plus ou moins ça c'est les trois principales. Le fonctionnement principal des sorties d'âme. Bien. Quand l'âme meurt, elle peut rencontrer des tas de conditions différentes, en quantité infinie. Ajoutez à ça sa création avant qu'elle ne meure. Quelle situation l'âme rencontre le plus souvent? Au moment où elle sort du corps. C'est Pas ça. forcément, oui, oui. Mhm. Donc elle va rencontrer des Alors, conditions mhm, différentes. mhm. Alors là, je vois comme c'est comme un c'est blanchâtre, ça veut dire, si j'interprète ça, ça veut dire il peut y avoir d'autres âmes qui viennent vers chercher cette âme. Mhm. Mais c'est un peu flou, c'est un peu dans le brouillard comme ça. D'accord. Ou alors, ça c'est une possibilité. Après, il y a il y a des passages qui peuvent être pris également. Mais la première que tu as vue, c'est celle qu'on voit le plus souvent, c'est ça, hein? Alors, je pense, puisque c'est celle qui est venue, je sais pas. D'accord. Ouais, Ok. c'est Bien. qu'il y a d'autres âmes qui viennent
chez l'âme. Voilà. Ok, Francine. Prends les informations en cours dans le présent et dis-moi ce qu'est la réincarnation. Alors, la réincarnation, c'est... on va passer par la mort, donc la mort physique. Ensuite, il y a l'âme qui sort du corps, qui va dans un autre plan ou dans d'autres plans. Ensuite, il y a une organisation qui se fait dans comme un cycle qui fait que l'âme, elle peut ou elle doit, parce que ça c'est aussi, c'est pas toujours son choix, venir se réincarner sur Terre. Et ça, c'est ce cycle de réincarnation. Elle reste dans un... Mais c'est pas très loin de la Terre. Et ça... Et après, il y a des conditionnements, des contrats, des... D'accord. Voilà. Francine, dis-moi comment naît le concept ou l'idée de réincarnation. Alors, on est toujours... C'est de la programmation. D'accord. C'est un système organisé pour que les âmes... pour bloquer les âmes la plupart du temps. Pour qu'ils reviennent sur Terre. Ok. Dis-moi pourquoi l'âme se réincarne. Alors, pourquoi l'âme se réincarne? Alors, il y a plusieurs choses. C'est très vaste. Il y a quand même une liberté dans chaque essence qui peut choisir une évolution, il peut se déplacer où il veut et puis il choisit de venir sur Terre. Il y a aussi des âmes qui viennent pour aider la Terre. Il y a des âmes qui sont obligées de venir parce qu'elles ont des contrats et elles sont obligées de venir et, contre leur gré. Et je sais plus la question. Pourquoi une âme se réincarne? Ah, voilà. Et c'est très organisé, c'est très calculé, voilà. D'accord. Alors, Francine, regarde si l'âme se réincarne intégralement, oui ou non, ou en partie. Alors, généralement c'est intégralement, mais il y a des cas où parfois c'est une partie qui est ailleurs et une partie ici. Alors, peux-tu me parler des parties? Quelle partie de l'âme se réincarne et pourquoi? Quelle partie de l'âme? S'il y en a une ou plusieurs parties. Alors, si on prend la première partie où elle est entière,
Donc c'est l'entier de l'âme qui se réincarne. Mhm. Et puis parfois, l'image que j'ai une âme et puis il manque un bout. Ok. Il manque il manque une partie. Et puis, alors, ça se réincarne. Et puis l'autre partie, elle est dans une autre. Elle peut être dans une autre dimension. Voilà. Je sais pas à quoi ça correspond. D'accord. Est-ce que tu les vois, les parties? Tu peux me dire à quoi elles correspondent? Ce sont lesquelles? Alors, ça, c'est la partie entière. Ça, c'est la partie un peu où elle n'est pas complète. À quoi elles correspondent? Voilà, c'est ça. À quoi elle correspond, cette partie? Elles correspondent sur quelle... Au niveau de l'âme. Quand elle est en entier et quand il y a une partie, Ah, voilà, c'est laquelle d'accord. partie? Alors, quand c'est entier, C'est entier. c'est entier. Et puis, et puis dans l'âme où il manque une petite partie dans ce cas présent, c'est vraiment, c'est comme si on avait croqué un petit bout dedans, quoi. Voilà. Bien. Et tu vois quelle partie c'est? Oui, ça se situe Le haut, le bas? tout en haut, à droite, et il y a une petite partie qui manque. Voilà. D'accord. Cette partie en haut à droite, Mhm. elle correspond à quelque chose? Non. Alors, ça correspond à l'âme, hein, ça correspond c'est une correspondance avec l'âme incarnée, Mhm. mais il y a cette petite partie qui n'est pas, avec l'âme, elle est connectée ailleurs, je sais pas. D'accord. Bon. Francine, en quoi l'âme peut-elle se réincarner? En quoi? Oui, en quoi? D'accord. Alors c'est Ou dans quoi? En oui, quoi? En quoi, oui. d'accord. Alors c'est l'humain, l'animal, Mhm. le végétal, il y a aussi une forme d'âme, du Bien. vivant. Mhm. Ok. C'est le minéral également, mais c'est beaucoup plus bas. Mais c'est aussi Mhm. vivant, quoi. Bien. Très bien. Alors, peut-elle se réincarner dans le corps d'autres espèces et sur d'autres planètes? Est-ce que l'âme, elle peut se réincarner Mhm. dans d'autres espèces et sur d'autres planètes? C'est ça. Tout à fait. Alors la réponse qui me vient, c'est oui. Mhm. Bien. L'âme réincarnée peut-elle avoir le souvenir d'une vie précédente? Oui ou en partie ou non? Alors, oui, elle peut avoir des souvenirs, mais généralement les mémoires sont effacées. Et elle se souvient, il y a comme des petits rappels. Elle se dit, ah bah tiens, ici, j'ai l'impression que Mhm. je connais déjà, j'ai déjà vécu là, je connais l'environnement, ça peut être les gens également. Et voilà, là, il y a des petites parties de mémoire qui restent, qui sont dans l'empreinte de l'âme et qui nous fait nous reconnaître. Mais c'est pas qu'on se souvient de tout, évidemment. Mhm. Est-ce que tu peux me dire pourquoi on se souvient ou on se souvient seulement en partie? C'est comme s'il y avait eu une programmation pour effacer ces mémoires.
avant la réincarnation. On ne nous laisse pas avoir ces mémoires des autres vies, des autres plans. C'est effacé, c'est annulé. Ok, alors, de quoi cela dépend quand on se souvient en partie? Ça dépend de quoi? Alors pour moi, ça dépend de... Alors on peut effacer tout, puis parfois il y a il y a des mémoires qui restent, parce que c'est dans l'empreinte de la mémoire, et puis qui peuvent ressurgir. Il n'y a pas de... Elles ressurgissent. Pourquoi elles ressurgissent? De quoi cela dépend? de la conscience de la personne. D'accord. De la conscience de l'environnement, la perception, je dirais. Bien. Les âmes peuvent-elles prendre la décision de se réincarner dans une ligne temporelle différente de la nôtre dans le présent? Alors, tu peux me répéter la question? J'ai pas tout. Bien sûr. Ouais. Les âmes peuvent-elles prendre la décision de se réincarner sur une autre ligne temporelle? D'accord. Alors, il y a des choix qui peuvent se faire, évidemment. Parfois, c'est... on choisit, il y a quand même un choix qui se fait sur avant la réincarnation, mais souvent on est leurré par cette réincarnation. Et après, quand on est dans l'incarnation, comme on a les mémoires qui sont oubliées, ben on n'a plus conscience de ce qu'on a accepté comme contrat avant d'arriver sur l'incarnation. Et puis après, quand on est dedans, pour changer la ligne de temps, c'est compliqué parce qu'on n'a pas conscience. Jusqu'à ce qu'on prenne conscience, voilà. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux me parler de la ligne temporelle? Par exemple, prends un exemple. Et dans quelle ligne temporelle elle peut se réincarner, même si c'est pas un choix conscient? Sur quelle ligne temporelle? Qu'est-ce que tu vois? Alors, il y a plusieurs lignes temporelles, mais il y a plusieurs... ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs lignes temporelles. D'accord. Et... Est-ce que tu vois la nôtre? il y en a une principale, et puis après, il y en a d'autres qui sont en parallèle. D'accord. Ok. Francine, tu vas te mettre en connexion avec une âme qui a pris la décision de se réincarner et qui nous donne la permission d'observer en détail comment se passe la réincarnation. Tu es prête? À 3. 1, 2, 3. Tu me dis quand tu vois cette âme. Ok, elle est là, oui. Bien. Demande-lui. Je vais lui demander, oui. Si elle est d'accord. Elle me dit oui. Bien. Alors, elle va te montrer comment se passe une réincarnation. Alors j'ai l'image déjà, là, j'ai l'image d'une femme enceinte, déjà de quelques mois, hein, c'est pas le tout départ. Et puis maintenant,
je vois comment l'âme, elle rentre dans le corps de cette femme. Elle va dans le ventre de cette mère. Elle va ça se passe par le nombril, chez la mère et chez l'enfant. Et cette âme prend place dans cet enfant qui va naître. Bien. Est-ce que tu peux voir juste avant que l'âme ne rentre dans cet enfant? Alors, juste avant. Alors, on va remonter un tout petit peu le temps et tu vas aller voir au moment où il prend la décision, où il a fait le choix de sa réincarnation, il a choisi sa réincarnation. Comment il l'a choisi? Le processus entre le choix et au moment où il rentre dans le ventre de sa mère. D'accord. Alors, on va revenir en arrière. Alors, il est sur un plan un peu plus élevé. Alors, c'est comme si on lui propose une réincarnation. D'accord, là, tu peux aller... on te propose cette incarnation et on donne c'est comme un film de vie. C'est comme on dit, ouais, bah voilà, si tu vas te réincarner dans cet être-là, ta vie sera comme ceci, comme cela, etc. C'est comme si c'était, on donnait cette ligne de vie, cette ligne de par rapport à cette incarnation avec cet enfant-là, voilà. Et mais des fois, on fait croire. Alors, il y a aussi le cas où ça c'est un cas. Il y a aussi le cas où on fait croire que on aura une ligne de vie magnifique, etc. Et puis après, dans la réalité, c'est pas du tout ça. D'accord. D'accord. Alors, la question suivante, tu as répondu un petit peu quand même. Comment est structuré et comment fonctionne le processus de réincarnation? Alors, on revient. On a la mort physique, on a la mort. On a l'âme qui part. On va sur un plan. On a de l'attente, généralement, parce qu'on ne nous fait pas aller plus haut. Et puis après, on nous prépare à une réincarnation et on nous donne des informations par rapport à cette réincarnation qui peuvent être correctes ou pas. Voilà. Ok. Après le processus, ça va dans le monde de la mère, ça va dans le bébé, et puis au moment de la naissance, c'est déjà là, quoi. L'âme est déjà là. Alors, je vais te poser la question suivante. Alors, la réincarnation suivante est-elle une suite logique de la vie précédente? Si oui, peux-tu me donner un exemple? Alors, suite logique. Ça peut être suite logique avec les personnes qu'on a déjà eues dans nos vies, oui, parce que des fois on les retrouve, hein, c'est sûr. À ce niveau-là, ça peut être le cas. Suite logique parce qu'on n'a pas
on n'a pas terminé quelque chose, des fois on veut revenir. Bien. Il y en a forcément une suite logique? Non, c'est pas forcément, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour. C'est des suites logiques pour aussi pour aider à la réincarnation. D'accord, je vois. Mhm. Je vois ce que tu veux dire. Combien de temps terrestre passe avant que l'âme se réincarne en moyenne? Après la mort. Après la mort, oui. Ok. Alors, la moyenne, moi, ce qui me vient, c'est 2 ans, mais Alors, ça peut tu sais, être beaucoup plus. Ouais. tu sais ce que tu vas faire? Tu vas comparer le temps pour un enfant décédé, voilà, jeune, un enfant, Mhm. un jeune adulte et une Mhm. personne âgée. Dis-moi comment ça diffère selon Alors, l'âge un à jeune laquelle ils sont enfant, partis. un adulte et une personne âgée. Alors, ce que je dirais, c'est que chez l'enfant, ça va beaucoup plus vite, la réincarnation. Mhm. Et chez l'adulte, c'est... Alors si je prends des chiffres, 2, 6, 8, je sais pas, mais c'est ce qui me vient. Mhm. D'accord. Peux-tu me dire pourquoi il y a une différence? Alors, ce qui me vient, c'est que il y a un vécu chez la personne âgée qui est accompli sur beaucoup de Mhm. facteurs. Mais chez l'enfant, c'est il a passé très peu de temps sur la terre, il a il doit faire un petit bout de chemin supplémentaire, voilà. Bien. J'aimerais que tu regardes ce qui se passe pendant cette pause avant la réincarnation et avant le choix de la réincarnation. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, là, je vois comme plein d'âmes qui sont sous une coupole. Qui sont, c'est presque enfermées. Elles peuvent pas aller plus loin. Elles sont dans cette coupole. Et alors, ça c'est la première image qui me vient. Mhm. Ensuite, c'est comme si elles étaient en attente. Hein. Elles Oui. sont en attente, mais évidemment que la notion de temps est complètement différente, donc elles n'ont pas l'impression d'attendre. Mais elles attendent. Et c'est... Pendant cette attente, Oui. il ne se passe absolument rien. Alors, il se passe... il se passe... je veux dire, mais il y a beaucoup d'âmes, hein, c'est énorme. C'est... Waouh. Mhm. C'est, alors ça se mélange, mais elles sont quand même un peu enfermées.
Mhm. Francine, si je Oui. te parle, si je te dis famille d'âme, qu'est-ce que tu perçois? Alors, je vois des rassemblements d'âmes dans des cercles comme ça. Voilà. Bien. Ça, c'est ce qui m'est venu pour la famille d'âmes. Ça veut Mhm. dire qu'il y a quand même une, euh, une reconnaissance de, euh, au niveau de ces âmes qui se regroupent. Mhm. Au niveau visuel, est-ce que tu vois des différences entre ces familles d'âmes? Alors, c'est les mêmes, pour moi, c'est les mêmes cercles. Il y a, il y a plus ou moins le même nombre d'âmes dans ces familles d'âmes. Mhm. Pourquoi y a-t-il ces familles d'âmes? À quoi servent-elles? C'est un regroupement de... Alors, ce qui me vient, c'est que il y a des... c'est comme si elles venaient du même endroit de base Mhm. lors de la création. Mhm. D'accord. Et pourquoi? Et il y a cette reconnaissance qui se fait euh, au moment où ces âmes, elles se retrouvent parce que Mhm. d'une part, alors voilà, maintenant j'ai compris, elles peuvent pas aller plus loin parce que c'est bloqué, donc elles peuvent pas rentrer dans leur à la maison, comme on dit, euh, à l'origine, Mhm. à la création. Donc elles sont dans ces, mais elles se reconnaissent, donc elles ont cette connexion qui peuvent euh, être où il y a la pensée d'une famille d'âmes, il y a la connexion d'une famille d'âmes. Voilà. D'accord. Cette famille d'âmes travaillent-elles ensemble? Qu'est-ce qu'elles font ensemble? Est-ce qu'il y a un lien avec les futures vies qu'elles vont choisir? Alors, qu'est-ce qu'elles font ensemble? Mis à part la connexion, bien sûr. Ah, Attends. euh, Pourquoi se retrouvent-elles? elles, elles- parce qu'elles se reconnaissent, elles viennent de si on dit la famille, ça veut dire qu'il Mhm. y a une connexion de la famille et il y a de la reconnaissance. Et Oui. après la question, je sais plus. Alors, est-ce qu'elles décident de, par exemple, se réincarner ensemble? Elles ont des objectifs communs, peut-être? Voilà. Alors, il y a, et ça, ça peut être un facteur effectivement qui fait qu'elles vont se réincarner ensemble pour se retrouver parce qu'il y a un lien qui les relie. Mhm. Et souvent, alors, ce qui me vient maintenant, c'est que souvent, cette famille d'âmes, eh ben, elle revient aussi en incarnation avec, où elle se retrouve sur plusieurs vies. Mhm. Et elles se mettent d'accord avant? Alors, est-ce que se mettre d'accord avant? Oui, il y a un accord qui se fait. Mhm. Si je te parle d'évolution, est-ce que ça pourrait en faire partie? Alors ça en fait partie. Mhm. Ça en fait partie. Mais après, parfois elles sont bloquées, elles peuvent pas évoluer. Mhm. Tout à l'heure, tu me disais, elles peuvent pas aller plus loin, à la création. Euh, Il y a des âmes, hein, qui arrivent à aller plus loin que
ces familles il y en a, oui, il y en a. Mais il y a quand même ce que je vois, c'est il y a quand même beaucoup d'âmes qui sont bloquées, Mhm. comme dans une coupole et qui n'ont pas le choix, quoi. Est-ce que tu vois des raisons à ce blocage? Alors, les raisons c'est un conditionnement pour venir se réincarner avec des contrats pour pouvoir. C'est comme si on gardait les âmes. Mhm. Et ces âmes dans ces familles d'âmes, du coup, ont-elles le choix ou n'ont pas le choix de leur prochaine réincarnation? Alors, Si tu compares, par c'est exemple, compliqué. à... Oui, par exemple, si tu compares à une âme elle, rentre à la maison, comme tu dis, est-ce qu'il y a Mhm. une différence de choix pour la réincarnation suivante? Alors, est-ce qu'il y a une différence de choix pour la réincarnation suivante? Enfin, de choix, ce que je veux dire, c'est celle qui rentre à la maison, a-t-elle eu le choix de se réincarner? Et celle qui est bloquée, a-t-elle eu le choix? Alors, parfois, elles croient qu'elles ont le choix, mais elles n'ont pas le choix finalement. Mhm. C'est un processus bien Mm. organisé. Et euh, celles qui arrivent à sortir pour rentrer à la maison, mais il n'y en a pas beaucoup. Mm. Par rapport aux autres, il n'y en a pas beaucoup hein, qui arrivent à sortir. Parce que c'est bien ficelé le truc. Comment tu expliques? Mhm. J'aimerais comprendre. On est censé être des êtres libres, Mhm. multidimensionnels. Tout à fait. Pourquoi sont-elles, en fin de compte, enfermées avec ce choix de ne pas pouvoir Mhm. aller plus Mhm. loin? Est-ce Ça, que tu vois une raison? alors, oui, parce que ça, il faut mettre de la souffrance sur la terre hein, pour pouvoir nourrir le plan subtil et, et on Mhm. garde ces âmes enfermées pour pouvoir les réincarner, pour pouvoir nourrir le monde subtil. Euh, Est-ce que c'est un processus normal, naturel par rapport à l'âme, ou c'est un processus qui est contrôlé par autre chose? c'est contrôlé. Alors, ça a l'air d'être un processus normal, mais ça l'est pas. D'accord. Donc, on fait croire que c'est un processus normal, Mhm. mais en réalité, c'est pour garder enfermées ces âmes, pour les réincarner, pour que Mhm. la souffrance puisse Ok. exister Mhm. sur Terre D'accord. pour nourrir le monde subtil. Francine, à 3. Je veux que tu regardes. Qui fait ça? Un, 2 et 3. Alors, c'est c'est tout un monde organisé aussi. Mhm. On a différents, il y a différentes euh, comment dire espèces qui font ça. Bien. Est-ce que tu peux décoder certaines espèces? Alors, il y a euh, des, c'est des êtres euh,
qui peuvent être des reptiloïdes, qui peuvent être des arachnoïdes, qui peuvent être des dragons, qui peuvent être des différentes espèces, et ça peut être aussi des humanoïdes, ça peut être aussi des gris, ça peut être c'est tout un système, ça peut être aussi des espèces c'est tout un c'est un autre, c'est le monde qui est au-dessus de nous. Bien. Qui se nourrit. Ok. Francine, est-ce que la réincarnation existe pour d'autres entités non humaines? Est-ce que la réincarnation existe pour d'autres entités non humaines? Alors, la réponse est oui, si on prend l'univers, c'est clair, ça existe ailleurs. Ok. Certaines peuvent-elles être compatibles avec nos corps terrestres? Si oui, se réincarnent-elles ici et pourquoi? Alors, si d'une autre... Si des entités non humaines alors, elles peuvent se réincarner. Elles peuvent se réincarner, je vais voir. Elles peuvent... Oui, elles peuvent. Il y a beaucoup, nos corps physiques. il y a beaucoup de... Oui. Il y a beaucoup d'êtres de très bonne volonté qui viennent aider la Terre, qui viennent se réincarner. Ils sont compatibles avec nos corps physiques? Oui, ils peuvent venir. Bien. Tu vois d'autres raisons? Eh ben pour là, ce qui me vient, le mot qui me vient là, c'est l'équilibre. Ok. C'est l'équilibre de la terre, de tout ce qui est autour, quoi, de toute cette connexion avec le reste. C'est pas, nous on est tout petit, on n'est rien, mais on est connecté avec d'autres choses. Bien. Francine, je vais te poser une dernière question. J'aimerais que tu restes sur notre ligne temporelle, que tu ailles plus loin dans le futur et que tu regardes si un jour la survivance de l'âme ou la réincarnation sera aussi évidente que le lever du soleil. Alors. Pour les gens ou pour la communauté scientifique. D'accord. J'ai une ligne de temps ici qui est presque infinie. Hein. Elle part, j'arrive pas à voir la fin. Et puis j'en ai d'autres à côté qui partent aussi dans l'infini. Maintenant, répète-moi la question parce que j'ai juste eu l'image et j'ai pas. Est-ce qu'on peut... J'aimerais que tu me dises, que tu te projettes et que tu me dises si un jour la survivance de l'âme ou la réincarnation sera pour les gens ou pour la communauté scientifique aussi évidente que le lever du soleil. Ou alors, le contraire. Peut-être une régression. Alors moi, je vois que ça avance, que ça, je veux dire, il y a tout qui est, comme tout est infini, c'est comme si c'est possible, voilà. Bien. Ok, Francine. Je n'ai plus de questions à te poser, donc je vais te ramener
à la maison. On rentre. Donc, je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3 et tu seras revenu dans le présent, alerte et réveillé. Mais avant ça, je te dis le 1 qui marque une déconnexion complète de tout et de tous. Tu reviens. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi,
E chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove
c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando
il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.